Alors, certains d'entre vous sont des habitués du cycle et donc je vois des visages maintenant très familiers. D'autres sont peut-être nouveaux sur ce cycle d'atelier. L'objectif du cycle, c'est d'aborder ensemble tous les sujets de l'égalité professionnelle, hein. On a parlé d'équilibre des temps, on a parlé d'accès des femmes aux postes à responsabilité, on a parlé de stéréotypes. Aujourd'hui, on va parler de l'implication des hommes aux postes à responsabilité. L'objectif est vraiment d'aborder le sujet dans sa globalité, sachant que par ailleurs, on a un guide pratique que vous connaissez certainement. Je le remontre à la caméra. Il est téléchargeable. Alors, hop, il est téléchargeable en ligne et c'est vraiment, voilà, on voit à peu près. C'est vraiment notre Bible en la matière et on vous redonnera le lien donc, vers ce guide égalité professionnelle, s'y repérer et passer à l'action, sachant qu'il y a à la fois des bonnes pratiques qui sont rédigées, mais aussi des liens vers des guides ou des ouvrages de référence rédigés par d'autres partenaires. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est démarrer. Alors, je vais démarrer par François, que je vois au centre de mon écran et qui sera notre témoignant du jour. Homme. Alors, ce sera vraiment aujourd'hui, on a envie de donner la parole aux hommes et merci à tous les hommes qui se sont connectés en particulier, hein. Et donc, François, à vous l'honneur. Et puis ensuite, je vous laisserai prendre la parole au fur et à mesure de façon à ce que chacun ait le temps de se présenter. Alors, nom, prénom, fonction et peut-être un mot sur le sujet de l'implication des hommes si vous y avez déjà travaillé. Merci. Merci Elisabeth. Donc moi je m'appelle François Legat. Je travaille à la Française des Jeux et je suis le responsable d'un département qui s'appelle Diversité, Inclusion et Qualité de vie au travail. Dans ce cadre-là, bien évidemment, je suis très attentif au sujet qui nous intéresse aujourd'hui et au cours de ce cycle. J'ai une bonne nouvelle. Nous sommes labellisés AFNOR. Donc nous avons le label égalité professionnelle et ce label égalité professionnelle, nous l'avons depuis 4 ans et c'est tous les 4 ans et on vient de le renouveler là la semaine dernière. Donc on est plutôt fiers de ça et contents de ça. Sur l'implication des hommes dans l'entreprise FDJ, j'en parlerai tout à l'heure dans mon témoignage. Voilà, donc je passe la parole à qui veut. Merci François. Lancez-vous, hein, lancez-vous, prenez la parole, imposez-vous. Alors, du coup, je vais prendre la parole. Yolande Azout, moi je travaille chez Veolia sur l'activité eau dans la région centre-est. Je suis directrice consommateur et depuis plus de 10 ans, j'accompagne la RH sur les sujets de mixité. J'anime localement sur ma région un réseau mixité Oui12 centre-est. Donc, c'est une déclinaison du réseau du groupe Veolia. Moi, dès le départ, j'ai voulu que dans ce groupe de mixité, il y ait des hommes et des femmes et qu'il n'y ait pas que des cadres, parce qu'il y avait aussi ce positionnement, est-ce qu'on invite plutôt les cadres ou on invite aussi des techniciens et des techniciennes. Du coup, j'ai un groupe avec 30-40% d'hommes, dont des managers, dont mon directeur de région. Et je constate, puisque je suis sur ces sujets, je dis 10 ans, mais ça doit faire peut-être même 15 maintenant, avec LEPC d'ailleurs, qui nous ont accompagnés tout au long, je constate une plus grande implication des hommes sur ces sujets-là, voilà, et notamment sur l'équilibre pro-perso, puisque les papas, c'est souvent des papas, s'engagent et voilà, participent. Et du coup, je trouve que c'est un levier très, très fort. J'attends beaucoup de cet atelier, justement, pour embarquer encore un peu plus d'hommes dans ce sujet. Merci, merci Yolande. Alors, Magali Pinel, moi je suis responsable juridique au sein d'une des enseignes du groupe Saint-Gobain pour la région PACA. Je fais partie du réseau Win en PACA de Saint-Gobain depuis 6 ans à peu près, quelque chose comme ça, 5-6 ans, enfin sa création en fait. Le réseau a eu pas mal on a fait pas mal de choses, notamment avec les EPC évidemment, pas mal d'ateliers, de choses comme ça qui ont été mis en place, ou d'autres actions. Là, il y a une petite dynamique qui reprend, avec notamment d'ici, je crois que c'est le 17 octobre ou quelque chose comme ça, où on participe à la Marseillaise des femmes.
financés par le réseau. Et on a à peu près, alors l'année dernière, non, il n'y a pas eu l'année dernière. La dernière édition, on est à peu près 100 personnes. Là, pour l'instant, on a environ plus d'une cinquantaine d'inscrits, hommes et femmes, hein, puisque c'est ouvert aussi aux hommes. Et donc ça, voilà, ça nous permet aussi de remettre une petite dynamique. Et il y a d'autres choses qui vont venir. On a beaucoup de choses aussi, nous, de manière comme vous, hein, virtuelles en ce moment, qui sont faites via notre réseau directement Saint-Gobain, avec les actions qui sont proposées de mentoring, coaching aussi, pour accompagner les différentes personnes qui sont sensibles à ces différents sujets. Et il y a pas mal de choses qui se mettent en place là, qui sont voilà, un petit peu, qui descendent du groupe, mais nous, on essaye de canaliser, de développer en réseau. Et on voudrait remettre en place nos fameux after work qui devraient normalement se remettre en place assez rapidement, avec des rencontres qui se font soit le midi, soit le soir, où on se retrouve avec quelques femmes pour voir les différentes évolutions. Différents profils, puisque les profils peuvent être initiaux, étaient des cadres. Et là, on a quand même essayé principalement d'ouvrir tout ça à tous les salariés. Ça a eu pas mal de succès et on aimerait bien que la dynamique reprenne post-Covid. Merci Magali. Merci. Je prends la suite. Bonjour, moi c'est Justine Serrager, chargée de mission RSE pour Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. J'avais participé à certains anciens ateliers dont je reconnais moi aussi quelques visages. À Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, en ce moment, on travaille sur la lutte contre les stéréotypes de genre, notamment chez les jeunes, avec des ateliers co-construits avec le réseau LEPC. LEPC Sud-Ouest. Donc, je viens aujourd'hui pour m'inspirer, compléter mes connaissances et voilà, voir quels sont voilà, des nouveaux apprentissages sur le sujet. Merci beaucoup. Je vais prendre la suite également. Donc, Floriane Lampert, je suis conseillère technique RSE pour le groupe GSF. Et donc, je viens aujourd'hui également pour m'inspirer des bonnes pratiques sur le sujet. Et donc, GSF, secteur propreté. Merci. Eh bien, Isor Nicolas, moi je suis adjointe RH pour le groupe Suez sur la région, donc région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, je m'occupe du coup plutôt de l'application de nos accords au niveau local, hein. On a une politique groupe bien sûr, mais voilà, au niveau local, on a aussi des actions plus spécifiques, hein, par rapport à nos problématiques. Et là, en ce moment, c'est plutôt nous d'accompagner justement des hommes dans des congés parentaux. Donc, notamment des hommes sur le terrain, donc c'est pas toujours facile, avec des populations qui sont pas toujours ouvertes parfois aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est aussi recueillir, moi ça m'a permis, voilà, tous ces échanges de bonnes pratiques, de se remettre aussi en question parfois, hein, sur pas mal de choses, et puis voilà, de recueillir des diverses expériences, et on se rend compte qu'on a tous parfois un peu les mêmes problématiques, qu'on ne solutionne pas toujours de la même façon. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette ouverture et de compléter effectivement ses connaissances et puis ses pratiques. Merci beaucoup, Isor. Bonjour, je vais... Ah. En plus, Pépé m'a aidé ses cases. Vas-y, Laurence. Vous connaissez les cousins. Donc, Laurence Lacote, je suis responsable RH, donc je suis référente depuis quelques mois maintenant. Et c'est toujours avec un plaisir que je participe à ces ateliers qui m'impressionne aussi sur certaines actions. Donc nous, on a mis en place pas mal de choses. On essaye de réunir tout ce qui a été mis en place. Donc, on travaille sur une politique globale. Donc, ça avance bien, on est content. Après, sur l'atelier d'aujourd'hui, je serai plus en écoute, puisqu'on met déjà des choses en place, mais peut-être de manière ponctuelle. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir m'en inspirer après par la suite pour voir ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Ok, merci. Du coup, je prends la suite. Donc, Aurélie Trespoche, moi, je suis à la Digital Academy au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, mais je fais surtout partie du réseau des Women, qui est un réseau mixte aussi, qu'on a voulu avec de mixité, avec des hommes, qui est aussi ouvert à toutes les personnes non cadres y compris.
Et on a déjà travaillé sur beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, on a un bon de commande pour l'année prochaine de notre mandataire RH pour travailler sur vraiment l'intégration des hommes, l'ouverture d'esprit vis-à-vis de leur choix de prendre des congés paternité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on fait beaucoup de démarches vis-à-vis des femmes, mais en fait, eux aussi ont des blocages parce que vis-à-vis des collègues, c'est pas eux qui vont chercher les enfants bien souvent, ou quand ils y vont, il y a des jugements très forts qui se font sur ces choix-là. Donc, on va réajuster un guide de parentalité qu'on a commencé à créer et vraiment faire des actions sur 2022 autour de tout ce qui touche en tout cas aux hommes dans ces choix-là de congé paternité, d'aller chercher aussi des choses du quotidien, les enfants à l'école, le rendez-vous au médecin, etc. et de voir comment intégrer ça, en tout cas en termes d'animation sur toute l'année au sein de la Caserne Côte d'Azur. Merci Aurélie. Moi, je prends la suite. Donc, je suis Vincent Moreau, je suis le DRH de Coca-Cola Midi. Coca-Cola Midi, c'est donc une filiale de la compagnie Coca-Cola qui produit du concentré pour toutes les marques de la compagnie. On est basé dans le Var. Donc, moi, je vais. Alors, c'est rare que j'ai le temps de me libérer pour venir à des ateliers, mais celui-là m'intéressait particulièrement pour essayer donc justement de trouver des idées un petit peu pour redynamiser notre politique et nos actions envers l'égalité homme-femme. On tourne un petit peu en rond depuis quelques temps sur des choses qu'on reproduit, mais voilà, des idées nouvelles seront les bienvenues. Merci Vincent, ravi que tu aies pu te libérer. Merci Elisabeth. Je prends la suite. Donc, je suis Corinne Colombou. Désolée, ma caméra ne fonctionne pas, donc vous n'allez pas pouvoir me voir, mais j'espère que vous m'entendez. Donc, je fais partie du pôle engagement sociétal de l'entreprise Bayer. Et donc, je suis responsable de l'axe égalité des chances et je travaille particulièrement sur les sujets du handicap, de l'égalité professionnelle et des jeunes. Et donc, on a une histoire assez longue sur nos accords, notamment sur l'égalité professionnelle. Et là, on est en train de renégocier le 4e accord, donc qui sera un accord groupe. Et effectivement, on privilégie vraiment le fait que les papas puissent, les conjoints puissent prendre leurs congés parentaux, paternité, donc on donne un peu plus. Voilà, mais c'est vrai que on a aussi des réseaux. On a un réseau qui s'appelle GrowWise pour les femmes de la science, donc pour faire, on va dire, évoluer les femmes au sein de l'entreprise dans des responsabilités qu'elles n'iraient pas naturellement. Et puis, mais on a aussi des hommes qui font partie de ce réseau. C'est pas qu'un réseau de femmes. Et on a aussi un réseau sur la diversité. Enfin, oui, on va l'appeler comme ça, mais on traite de tous les sujets. C'est-à-dire, ça peut être des sujets de seniors, des sujets de jeunes, de handicap. Donc voilà. Donc là, on regroupe tout. Voilà. Merci. Vous êtes basé à Lyon, certainement? Oui, oui, tout à fait. Je suis basée à Lyon, mais je travaille pour Bayer en France. En France, oui. Donc voilà. Bonjour, je suis Angèle Estival, je suis la directrice des ressources humaines de Malongo. Donc là, on est vraiment dans une TPE, PME, production, on va dire, l'idée par un comité de direction monochrome viriliste. Et la question pour moi, c'est de savoir si ça doit être un sujet ou si le fait d'en faire un sujet ne va pas plus créer de blocage que si on fait des actions sans en faire un sujet. Donc, je voulais partager avec vous toute votre expérience sur ces thématiques. Merci. Question de la communication. Donc, comment aborder le sujet en interne en termes de communication. Très bien, merci. D'autres personnes encore, je vois alors chez nous, Damien, Guillaume, Jean-Marie. Est-ce qu'on a encore d'autres personnes? La parole, Dominique Poggi de la Banque de France. Moi, je suis chargée de mission égalité professionnelle au sein de la Direction générale des ressources humaines. Et je suis aussi une animatrice fondatrice du réseau Talentuel de la Banque de France, qui est un réseau mixité qui va bientôt fêter ses 5 ans d'existence le mois prochain, qui s'est créé il y a 5 ans, effectivement, sur la base d'une adhésion mixte, hommes-femmes, cadres, non-cadres,
comme d'autres participants ont déjà pu le signaler pour leur propre structure. Et à ce jour, on a un peu plus de 950 adhérents. On vise les 1000 pour nos 5 ans. On a un challenge qui a été lancé là il y a quelques jours pour recueillir un peu les quelques moins de 50 adhérents qui nous manquent. Et on tourne autour d'une adhésion d'à peu près 25% d'hommes, ce qui est plutôt pas mal. Mais dans le quotidien de notre réseau, on constate qu'ils sont peu impliqués, en tout cas dans l'organisation des actions et dans la présence, beaucoup plus depuis qu'on est en distanciel. Mais voilà, on aimerait bien trouver un moyen de les attirer un peu plus, notamment dans la construction de nos actions au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je suis preneuse de vos bonnes pratiques et de vos suggestions à cet effet. Merci Dominique. Damien, peut-être? Damien, Guillaume, voilà, moi j'aimerais jouer avec Guillaume. Okay. Je démarre pour vas-y, Damien. Les entreprises pour la cité. Donc, je suis Damien Delurier. Je travaille sur la région Rhône-Alpes, particulièrement, je suis basé à Lyon en tant que directeur régional Rhône-Alpes. Je viens écouter les témoignages de nos membres dans une démarche d'amélioration continue et je vous remercie. Et tu pourras parler aussi en tant qu'homme, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on a tenu aussi à avoir un beau panorama d'hommes impliqués chez LEPC sur ces sujets-là. Du coup, Guillaume? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume Wagner, je travaille pour LEPC. Je suis basé à Nantes, mais je suis responsable de projet à l'échelle nationale pour LEPC. Voilà. Je suis très content d'être avec vous pour aussi recueillir des bonnes pratiques et puis échanger avec vous sur ce sujet. Merci, Jean-Marie. Oui, bonjour, Jean-Marie Manac. Je viens également de rejoindre le réseau LEPC. J'ai pris mon poste ce mardi. Et je rejoins le pôle diversité et inclusion qui est situé à Paris. Donc, on sera sûrement amené à échanger et à collaborer ensemble. Et voilà, donc je viens aujourd'hui en observation, mais je n'hésiterai pas à participer également. Merci à tous d'avoir pris le temps du coup de vous présenter. Ça permet un petit peu de voir voilà, les expériences, les attentes de chacun. J'ai tenté un partage d'écran qui doit fonctionner, je l'espère. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, tout à fait. Parfait. Oui. Voilà, donc on est sur notre atelier numéro 6 du cycle EGAPRO qui a commencé l'année dernière. Et donc la thématique du jour, c'est impliquer les hommes dans l'égalité professionnelle. Pour celles et ceux qui ne m'auraient encore jamais vu, je suis donc Elisabeth Fuchs, directrice régionale Sud-PACA pour les entreprises pour la cité. Donc nom, prénom, fonction, nous l'avons fait. Les actions que vous menez sur le sujet également. N'hésitez pas à intervenir au fil de l'eau. Hein. Ces ateliers sont interactifs. Hein. On n'est pas. Alors bien sûr, je vous apporte des éléments de contenu. On a des témoignages qui sont organisés également, mais l'objectif c'est aussi d'intervenir de façon très spontanée. On est entre nous et n'hésitez pas à me couper ou à intervenir aussi dans le chat si vous préférez écrire plutôt que parler spontanément. Voilà. Au niveau de notre atelier, donc on est ensemble jusqu'à 11 h. Les entreprises pour la cité, je vais présenter rapidement l'association, vous la connaissez tous, je crois, maintenant. Contexte et enjeux aussi à agir pour les entreprises, pourquoi agir sur l'implication des hommes. On va parler des actions qui peuvent être mises en œuvre sur ces sujets, avec plusieurs axes, notamment la question des stéréotypes, hein, ça c'est récurrent. Sur tous ces sujets de diversité, discrimination, souvent on en revient à la base c'est les stéréotypes qu'on a réciproquement des uns et des autres, et aussi donc les stéréotypes masculins. On va parler de parentalité, certains d'entre vous ont déjà un petit peu abordé le sujet. On va parler de réseaux mixité. Alors, les réseaux mixité sont plus récurrents aujourd'hui, plus fréquents que les réseaux exclusivement de femmes. Et on voit à côté progressivement aussi se développer des réseaux exclusivement d'hommes, pour le coup, d'hommes qui ont besoin de se parler entre eux. Mais la tendance aujourd'hui, c'est des réseaux de mixité incluant à la fois femmes et hommes. Et puis on parlera d'organisation, de temps et d'horaire de travail, sachant qu'en la matière, la donne a beaucoup changé avec le Covid, qui a quand même bousculé des choses qui étaient établies jusqu'alors, sur notamment le télétravail, le fait de s'organiser différemment. La parole s'est quand même libérée sur le sujet.
On aura les témoignages de François Legat, donc pour la Française des Jeux, et de Karim Ouarid de Saint-Gobain, qui nous rejoindra tout à l'heure à 10h30. Si on a un peu de temps, je vous restituerai aussi des éléments d'une enquête qu'on avait menée en région PACA et au-delà, avec Élise Ridolfi, pour celles qui ont pu la croiser, qui avait travaillé avec moi sur ce sujet. L'enquête s'appelait « Relations à l'entreprise, ce que veulent les hommes ». Elle était très intéressante sur notamment le devoir de présence que s'imposaient certains hommes et une certaine frustration dans le rééquilibre des temps qu'on voyait moins chez les femmes. Elle a été faite avant le Covid, donc elle reste à étudier ou à regarder, donc sous un spectre aujourd'hui nouveau qui est celui du Covid, qui a quand même largement rebattu les cartes. Donc ça pourrait être intéressant de reposer ces questions aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs, les salariés, notamment ceux qui ont la chance de pouvoir télétravailler, osent beaucoup plus qu'avant exprimer des demandes sur leur organisation personnelle et leurs souhaits. Alors, un petit quiz juste pour se mettre en jambe et pour vous faire parler, mais je pense que les questions ou les réponses vont être évidentes. Quelle est la part des Français considérant aujourd'hui que les femmes pourraient plus facilement faire carrière si les hommes s'investissaient davantage dans les activités domestiques? Est-ce que c'est 81%, 32% ou 50%? Donc cette idée que les charges domestiques ne sont pas réparties de façon homogène ou équitable entre hommes et femmes, que les hommes en font davantage et que ça peut être un frein à la carrière. Alors j'ai Aurélie qui nous dit 80. Je veux pas croire que c'est 80, mais... Mais si. Mais si. C'est obligé. Ouais, et en fait, les statistiques, malheureusement, on en est toujours là, ça bouge pas. On gagne 1 à 2 minutes par an. Et dans le ratio, il est quand même assez significatif. Les Français donc, pensent effectivement qu'à 80%, si les hommes s'investissaient davantage dans les activités domestiques, donc il y a quand même un frein aussi à la maison. Et tous ces sujets, c'est des sujets aussi qui se traitent voilà, dans la vie personnelle et familiale. Donc, sur le même sujet, quelle est la proportion des tâches domestiques assurées aujourd'hui par les hommes? Est-ce que c'est 10%, 20%, 30%? Ah, ça a augmenté quand même. C'est de l'ordre de 4 minutes par an. Hein. Alors. Sur un temps de... Alors, j'ai plus les ratios exacts en temps, mais c'est de l'ordre de 2h30 par jour, de ce qu'on peut lire aujourd'hui. Aurélie dit 32%, Dominique 30%. Ouais, 30%. Alors, on est à 20, en fait, hein, dans ce que dit la littérature. Aujourd'hui, on est à 20. 20% de tâches domestiques assurées par les hommes. Avec le Covid et le confinement, les hommes ont vu peut-être davantage ce qui se passait dans les foyers. Leur participation n'a pas forcément été plus significative en la matière et on a eu une charge mentale toujours très forte sur les femmes. Donc, y compris lorsque dans le couple, les deux étaient en télétravail. Vous avez dû lire des choses aussi sur le partage des espaces, avec souvent les hommes qui avaient la pièce la plus adaptée et les femmes la seconde pièce. La question des tâches domestiques, préparation des repas, tout ce qui est nettoyage, entretien de la maison, et aussi école parfois à la maison, qui était quand même davantage assurée par les femmes. Donc, c'est pas forcément le fait d'avoir été à la maison qui a arrangé les choses en situation de Covid. Donc, ça peut être intéressant des études sont sorties là-dessus, ça peut être intéressant aussi de voir et d'étudier le sujet chez vous, hein, dans vos entreprises, voir ce que ressentent les femmes sur le sujet, ce que ressentent les hommes sur le sujet. Quelle est aujourd'hui la proportion d'hommes à temps partiel? Est-ce que c'est une proportion par choix ou une proportion par handicap, par exemple? Parce que c'est pas la même s'ils sont obligés. C'est vrai, on parle de temps partiel choisi ou subi, les deux. Les deux, ça peut être aussi, par exemple, une famille monoparentale séparée où la garde d'enfants serait assurée par l'homme et où il aurait besoin d'être à temps partiel pour des questions d'organisation. Donc, c'est les deux. Choisi ou subi. Dans le chat, on nous dit vraiment presque tous 5%. Oui, alors c'est un peu plus haut, c'est 7. Aujourd'hui, la proportion d'hommes à temps partiel est de 7%. C'est un peu plus élevé. Sur le temps partiel au global, donc sur toute catégorie confondue d'employés, de salariés, aujourd'hui, 80% des personnes à temps partiel sont des femmes, en temps partiel choisi parfois, mais subi beaucoup.
Donc, c'est souvent les femmes qui font ce pas-là d'être à temps partiel. Après, côté hommes, on a beaucoup d'hommes aussi qui n'osaient pas avant. Et là, je parle encore une fois d'avant le Covid, des hommes qui parfois avaient envie de passer à temps partiel et qui n'osaient pas parce qu'ils ressentaient le fait que ça puisse être un frein à leur évolution professionnelle. On avait organisé un jour un témoignage sur ce sujet dans une entreprise dans le secteur de la construction. Et l'homme qui était passé à temps partiel était le premier. Il était sur une fonction support, il était en compta. Donc, c'était pas, il pouvait, du fait de son métier, il n'était pas en contact sur un chantier. Et il nous disait, ça m'a coupé les ailes professionnellement. Voilà, le fait de passer à temps partiel a fait qu'il sortait de toutes les possibilités de projection d'évolution professionnelle dans l'entreprise. Il était perçu comme atypique. Alors, c'est parce que c'était le premier aussi. Plus vous avez de personnes qui sollicitent des dispositifs de temps partiel et d'hommes, plus ça devient normal, habituel, convenu, et plus ça fonctionnera. Mais tant que vous êtes sur des proportions, des chiffres très, très restreints, ceux qui le font peuvent voir effectivement leur carrière ralentie, du coup ça génère de l'autocensure chez eux, parfois il y a des phénomènes de discrimination sur l'évolution de carrière, etc. Donc ils y vont pas trop volontiers parce qu'ils se disent oh là. On a même entendu ça sur du congé paternité, ce qui est quand même relativement grave, on pourra venir tout à l'heure sur les histoires de parentalité. J'ai entendu des entreprises, c'était il y a 5-6 ans, où les hommes nous disaient, c'était plutôt des managers, nous disaient je n'ai pas pris mon congé paternité parce que mon évolution professionnelle aurait été ralentie dans l'année qui suivrait la naissance. Donc, j'ai pas pris, à l'époque, c'était 14 jours, je les ai pas pris. Bon, c'est assez, c'est triste. Aujourd'hui, alors, on a les jours obligatoires, 7 jours obligatoires, à voir qui prendra les 28 jours, effectivement. On va reparler ensuite des évolutions légales en la matière. Alors, éléments de contexte et enjeux. Sur le sujet des hommes, on a Emma Watson qui a fait beaucoup de campagnes de mobilisation. C'est elle qui a lancé la campagne He for She, constatant que la proportion d'hommes mobilisés sur les sujets d'égalité homme-femme était trop faible encore. Et donc, elle a, en lien avec ONU Femmes, lancé toute une série de campagnes visant à mobiliser et à sensibiliser les hommes et les garçons à la lutte contre les discriminations et les inégalités. Et vous pouvez, en tant qu'entreprise, utiliser tout ce qui a été fait par He for She, avec l'aide de l'ONU, utiliser leur support, leurs visuels qui sont assez efficaces, et qui permettent vraiment d'encourager le portage et la promotion de l'égalité professionnelle par les hommes. Vous avez sur le site He for She toute une série d'outils, de guides, de kits d'action. Alors, beaucoup de choses aussi en anglais, quand même, parce que c'est au départ américain, avec des bonnes pratiques et voilà, pour voir ce qui se passe à la fois dans les entreprises, mais aussi au niveau de l'éducation, donc dans les universités, chez les particuliers, chez les étudiants. Et donc, vous avez une charte graphique, des visuels à fond noir, puis toujours la baseline He for She, et on y va. Et ça fonctionne pas mal en termes de communication, avec donc un portage médiatique très fort. On a eu un court-métrage qui a été lancé sur le sujet par l'ONU. Je vous mettrai le lien YouTube après l'atelier. Ce film n'est pas révolutionnaire aujourd'hui, en fait. Je vous le ferai visionner après l'atelier si vous voulez. C'est une jeune femme en fait qui se présente à un entretien et qui n'est pas prise, enfin à qui on propose un salaire vraiment plancher et un niveau de responsabilité plancher d'assistante, en fait, alors qu'elle est très diplômée, et elle est extrêmement frustrée par ce que lui propose le RH. Et dans le court-métrage, dans le petit film, elle se déguise ensuite en garçon. Et étant déguisée en garçon, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est un film qui montre un peu la discrimination au recrutement par rapport au sexe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien entendu, bien compris, sur lequel on communique beaucoup. En revanche, la question de la mobilisation des collaborateurs, elle est notamment des hommes, et reste très, très nécessaire. Alors, sur pourquoi les hommes s'engagent progressivement et pourquoi ils ont un intérêt à y aller, on voit un différentiel générationnel assez fort.
entre ce qu'ont vécu les hommes qui aujourd'hui ont 50 ans, parfois 60 ans, et ce que disent et veulent vivre les plus jeunes, et notamment les générations alors Y ou Z maintenant, qui ont une relation à l'entreprise différente et qui s'expriment beaucoup plus facilement sur leur souhait d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Aujourd'hui, alors les ratios qui sont présentés là, c'est les ratios de répondants à la fois garçons et filles, hein, donc de la génération Y, à qui on demande voilà, quels sont vos objectifs de vie en général. Et près de 30% d'entre eux recherchent avant tout un équilibre. Donc certes, un emploi qui leur plaît, mais avant tout un équilibre, donc à 30%. 11% parlent d'indépendance financière et 9% visent avant tout le succès professionnel. Mais la recherche d'équilibre fait partie aujourd'hui de manière assez massive des éléments recherchés par l'ensemble des collaborateurs. Enfin, d'abord les plus jeunes, et puis c'est des choses qui irradient dans l'entreprise. On ne donnera plus, ou les collaborateurs ne donneront plus à l'entreprise ce que leurs aînés ont donné. Et on a à nouveau le ratio là, qui est présenté là sur les hommes à temps partiel. Hein. Ils ne sont aujourd'hui que 7%. Donc ils aimeraient avoir un équilibre satisfaisant. Et aujourd'hui, ils ne sont que 7% être en temps partiel, notamment parce qu'ils n'osent pas encore le demander. Après, ça vient progressivement. Et sans doute que la crise du Covid va faciliter les demandes en la matière. Donc, au niveau des enjeux toujours, depuis plusieurs années, il a proposé aux hommes d'intégrer un monde dont les règles et les structures ont été définies par des hommes. Et donc, on leur a demandé longtemps, en tant que femmes, d'être un peu des hommes comme les autres. En fait, c'était des femmes qui évoluaient dans des mondes masculins, le monde du travail. Aujourd'hui, en fait, la donne, c'est de se dire que l'égalité professionnelle n'est pas qu'une affaire de femmes, mais que les hommes, eux aussi, ont à y gagner, notamment en termes d'équilibre personnel, en termes d'équilibre de vie. On parle de coût caché de la masculinité, hein, pour ceux qui ont déjà un petit peu abordé ce sujet, notamment avec une forte dépendance à l'identité professionnelle. Lorsqu'on est alors en entreprise, évidemment, mais aussi hors de l'entreprise, lorsque les personnes voient leurs amis, leur famille, etc., la pression est plus forte chez les hommes d'avoir un emploi prestigieux, satisfaisant, et un homme qui serait sans emploi ou qui serait en garde d'enfants sur un temps donné, etc., on va beaucoup plus lui poser de questions qu'à une femme pour lesquelles c'est davantage accepté. Donc, forte dépendance, forte pression sur l'identité professionnelle masculine. Parfois, les hommes sont aussi enfermés dans des comportements et des attitudes obsolètes, sois fort, ça vient très tôt, hein, à l'école, ne pleure pas. On a au niveau de la société, pas mal de chansons qui ont été faites sur le sujet, qui sortent, et ça, c'est encore une fois, c'est générationnel. C'est des choses qui sont en train de changer, mais l'identité masculine est prégnante, et voilà, les garçons la portent, et ils la portent ensuite aussi en tant qu'hommes dans l'entreprise, et n'arrivent pas toujours à s'en défaire. Et ça a des effets sur la santé, avec aussi parfois une moindre longévité, avec des comportements d'addiction, hein, bon, ça peut être lié à une forte charge de travail, le stress, la pression, alors surtout quand ils sont à la charge, enfin seul salaire, un seul porteur d'un salaire dans une famille, que la femme a un petit peu, elle, réduit son engagement, des enfants à charge, etc. Donc du stress, parfois des comportements addictifs, tabac et autres, qui permettent de tenir et qui peuvent entraîner aussi parfois une violence verbale, physique, etc. Donc leur santé se voit directement affectée davantage que celle des femmes. Donc c'est des choses qui sortent, dont les hommes ont un petit peu conscience. Parfois ils se rendent compte tard. Alors Brigitte Grésy, que vous connaissez peut-être, hein, de notoriété, avait fait une enquête auprès d'hommes seniors, et notamment de grands dirigeants de grandes entreprises, et en leur demandant mais si vous alliez refaire les choses, est-ce que vous auriez fait la même chose? Et la plupart d'entre eux, finalement, lui ont confié qu'ils conseilleraient à leurs garçons, lorsqu'ils en ont, de faire autrement.
et de se dire finalement j'ai parfois raté quelque chose, j'ai parfois raté une partie de vie de mes enfants que j'ai moins vue. Et alors l'extrême engagement parfois a pu conduire aussi à des séparations, des divorces, etc. avec des femmes qui en avaient assez. Bon, c'est des histoires personnelles où voilà, les hommes, lorsqu'ils font le bilan de leur vie professionnelle, se disent finalement si c'était à refaire, je ferais peut-être autrement. Donc c'est intéressant d'en parler de manière assez libre. Alors, dans l'entreprise, c'est pas toujours facile, puisqu'il y a cet effet d'autocensure, de ah si je dis ce que je pense vraiment, est-ce qu'on va quand même me confier des postes, etc., etc. Mais donc il faut trouver le temps de cet échange, et c'est pour ça que certains groupes, François en parlera tout à l'heure, hein, mais de groupes d'hommes se constituent entre eux pour pouvoir parler de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vivent sans filtre. Aider aussi au rééquilibrage de politique RH. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'égalité professionnelle, et notamment lorsqu'on parle d'action en faveur des femmes, parfois ça agace un petit peu les hommes, parce qu'ils se disent il y en a que pour les femmes, il y en a assez, quand une promotion est présentée, c'est encore une femme qui est promue. Donc c'est important aussi dans le cadre des politiques de diversité et d'égalité professionnelle de dire que des choses sont faites pour les hommes. Faire participer les hommes aussi et leur demander de s'exprimer pour qu'ils y voient eux-mêmes des choses à y gagner, hein, une relation gagnant-gagnant. On parle d'entreprise inclusive. C'est important qu'eux se sentent aussi considérés par rapport à leur parcours de vie, leur parcours professionnel, et qu'ils ne se disent pas finalement la diversité, l'inclusion, c'est pour tous les autres, sauf moi. Parce que moi, je suis l'homme de 35 à 40 ans, 45 ans, blanc, dans le bon milieu, etc. Donc, certains se disent la diversité, c'est pas pour moi. Or, eux aussi font partie d'une politique diversité-inclusion parce qu'à un moment donné, ils peuvent avoir des attentes comme tous les autres salariés d'une entreprise. On a cette idée aussi de répondre aux attentes de la nouvelle génération, on en a parlé un petit peu, qui s'expriment beaucoup plus que leurs aînés, et donc réduire les facteurs de risques psychosociaux, on en a parlé, notamment les comportements parfois addictifs, le stress, qui sont dus à une pression sur l'identité professionnelle masculine. Et donc permettre à chaque collaborateur d'évoluer dans ses fonctions, dans ses métiers, qui lui conviennent le mieux, parfois en transgressant les frontières genrées. C'est aussi parfois à l'école, un garçon qui dit « moi je veux être sage-femme », on va dire ah, « sage-femme, tu peux pas, maïoticien », alors personne ne connaît le terme. Être à contre-courant, pour une fille, c'est difficile, mais pour un garçon, ça peut l'être encore davantage. Lorsqu'un garçon va exercer un métier plutôt féminin ou va avoir des activités qui ne correspondraient pas à son genre. Donc les frontières existent vraiment des deux côtés. Alors au niveau des actions à mettre en œuvre, donc on a parlé de stéréotypes, je vous rappellerai, certains d'entre vous étaient déjà à l'atelier sur les stéréotypes et genre. On rappellera qu'il y a des stéréotypes féminins bien sûr, mais aussi des stéréotypes sur les hommes. On va parler de parentalité, donc ça c'est toutes les actions que vous pouvez engager dans l'entreprise. C'est d'ailleurs pas exhaustif, il y a d'autres choses, mais c'est celles qui nous viennent à l'esprit de façon plus évidente si vous souhaitez engager des travaux sur l'implication des hommes dans l'égalité professionnelle. Voir aussi de quelle façon vous pouvez constituer un réseau mixité s'il n'existe pas encore dans notre entreprise, ou bien associer les hommes au réseau mixité. Alors certains hésitent, se disent mais c'est quoi ces réunions? Donc il faut vraiment communiquer auprès d'eux pour expliquer les avantages qu'ils ont à y gagner, ou l'intérêt qu'ils peuvent y avoir. J'entendais tout à l'heure que dans certaines entreprises, parfois les hommes se positionnent, se disent ok j'y vais, mais s'essoufflent davantage que les femmes au bout d'un certain temps, en se disant bon j'étais là, je ne sais plus si c'était je crois Dominique qui parlait de 35% d'hommes dans leur réseau mixité, mais qui finalement sont moins présents dans la mise en place des actions. Alors peut-être parce qu'ils se disent que les actions sont moins dirigées vers eux, ou bien parce qu'ils sont rattrapés par des urgences professionnelles plus que les femmes. Il faut creuser finalement les raisons pour lesquelles les hommes s'investissent moins. Et puis, donc, dans certaines entreprises, on a des réseaux exclusivement masculins qui se sont mis en place. Alors, on parlera tout à l'heure aussi des Happy Men, réseau des Happy Men Chermore, ou le réseau qui a été mis en place à la Française des Jeux. D'autres utilisent d'autres noms, mais donc c'est des réseaux constitués exclusivement d'hommes de façon à libérer la parole masculine sur le sujet.
Et puis la question de l'organisation du travail. Alors sur ce sujet, on peut être assez optimiste en se disant, voilà, encore une fois, la crise Covid a eu quelque part du bon, dans le sens où ça a été tellement bouleversant pour tout le monde et l'adaptation a été tellement forte qu'aujourd'hui, les salariés s'expriment plus facilement sur leurs besoins d'organisation, notamment en termes d'horaire et de télétravail. Alors sur la question stéréotypes et genre, je vais aller assez vite, hein, vous l'avez certainement déjà vu, ce tableau, en tout cas l'essentiel d'entre vous. On a donc analysé auprès de managers d'entreprises membres des entreprises pour la cité leur ressenti de compétences dites masculines ou dites féminines, notamment sur la question du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et il se trouve que les hommes et les femmes partagent de façon assez homogène l'idée que les hommes auraient certaines compétences et que les femmes en auraient d'autres. C'est bien sûr complètement faux, en fait. C'est des stéréotypes, c'est des représentations qu'on a du fait de la société et qui viennent très tôt, dès l'école. Vous savez que dès l'école, à partir de 5-6 ans, les garçons et les filles pensent que les garçons sont plus intelligents que les filles, simplement en observant les activités des adultes, donc à la fois des enseignantes à l'école, mais aussi de leurs parents. Et si les enfants voient que les activités des femmes leur paraissent nécessiter moins de compétences intellectuelles que celles des hommes, ils en déduisent naturellement que manifestement l'homme serait plus intelligent. Donc tout ça, ça arrive très très vite. Et après, on arrive donc à l'âge adulte à se dire que, bon, c'est bien sûr faux, mais que les hommes seraient plus logiques, auraient un esprit de synthèse plus développé, davantage de sens de l'action, stratégie, combativité, etc., négociation, gestion du stress, communication. Ce seraient des compétences davantage attribuées aux femmes, aux hommes, et les femmes seraient elles davantage créative, intuitive, aurait davantage le sens de l'organisation, de la rigueur, du détail, du travail en équipe, etc. Je vous laisse lire, hein, polyvalence, écoute, empathie, etc. Vous l'avez déjà entendu ça, certainement. Et ce qui est un petit peu embêtant par rapport à cette vision de compétences genrées, c'est que ça conforte totalement la position de l'homme leader, de l'homme chef et de la femme assistante. Et donc, en partageant cette idée que ces compétences sont genrées, on ne pourra pas sortir de schémas préétablis d'hommes qui dirigent et de femmes qui les assistent. Et donc là, on a un verbatim qui était sorti. Les hommes managers sont plus dans la règle et moins dans l'humain. Ils sont plus mobiles et relativisent plus aussi. Bon, c'est du stéréotype. Ce qui est intéressant, alors je ne sais plus si c'était sur le prochain slide qu'on le voit, oui, c'est sur celui-là. Ce qui est intéressant, et là où on peut être vraiment optimiste par rapport aux stéréotypes, c'est que lorsqu'on demande aux mêmes managers, qui tout à l'heure avaient donné des compétences très genrées aux hommes et aux femmes, si on leur demande quelle est votre vision du chef idéal, du manager idéal, ils vont attribuer aux hommes, au manager idéal, des compétences à la fois masculines et féminines. Donc pour eux, le manager idéal ou le chef idéal, c'est à la fois un leader empathique, qui écoute et qui arrive à prendre du recul et qui arrive à prendre des décisions vite et bien. Donc c'est très positif, ça nous permet de sentir et de voir émerger un modèle androgyne d'un manager idéal. Donc, c'est important de se rappeler ça, de se rappeler ces stéréotypes liés aux compétences, parce que derrière, dans l'entreprise, vos salariés masculins vont se comporter, en fait, comme il est attendu qu'ils se comportent. Donc, certainement, en étant plus dans des attitudes, voilà, de prise de décision rapide, de résultats, orientés résultats, moins dans le dialogue, moins dans l'écoute, etc. Parce que c'est l'image, l'identité qu'on attend d'eux. Et parfois, leur personnalité les porterait à être différents, mais chacun se conforme autant que faire se peut à un cadre pour voilà, être accepté dans le collectif. D'où l'importance vraiment de dire, voilà, et de parler d'inclusion, de dire soyez aussi authentique que possible, essayez d'être aussi, sentez-vous bien, d'être aussi naturel que possible, de façon à ce que vos compétences puissent totalement se révéler et qu'on puisse bénéficier dans l'entreprise du meilleur de chacun de vous-même, sachant que de toute façon, en termes de leadership et de vision, on recherche les deux types de compétences.
Donc, ce qui se passe par rapport à tous ces rôles modèles, ces stéréotypes, c'est qu'il y a une forme d'intériorisation des freins psychologiques qui empêchent les hommes de s'engager pleinement dans leur vie familiale et plus globalement dans un épanouissement hors travail. Ils s'identifient avant tout par leur identité professionnelle. C'est d'ailleurs encore plus en France que dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, dans les conversations même personnelles, très vite, l'emploi arrive et quel type d'emploi? Il faut que ce soit plutôt prestigieux pour se sentir bien. Donc, voir de quelle façon mettre en place de nouveaux modèles masculins pour déculpabiliser et encourager les hommes qui ont envie de faire autre chose. On a noté là, c'est dans un passé pas très lointain avant Covid, parce qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé, donc c'est plutôt positif. Finalement, ce Covid aura peut-être eu du bon sur certaines choses. C'est qu'avant, donc ça c'était un verbatim, les hommes étaient raillés lorsqu'ils quittaient une réunion en fin d'après-midi pour aller chercher leurs enfants. Les papas managers n'osaient pas aller chercher leurs enfants ou dire qu'ils avaient des gens en charge ou prendre leur congé paternité ou partaient en catimini. Voilà, il y avait cette peur de montrer des occupations autres que professionnelles ou des centres d'intérêt ou des priorités autres. Aujourd'hui, c'est quand même nettement moins le cas et donc ça vaut le coup aussi dans vos entreprises de faire des enquêtes, de voir un peu comment les salariés ressentent les choses et est-ce que finalement ça ne les a pas quelque part libérés? Certainement que oui. On a ensuite la question de la parentalité. François, je vous proposerai ensuite de présenter les démarches à la Française des Jeux. Juste pour rappel, mais vous le savez certainement tous, le congé paternité a été étendu depuis le 1er juillet. Donc à voir aujourd'hui, est-ce que vos collaborateurs le prennent vraiment à la hauteur de ce qu'ils peuvent prendre, puisqu'aujourd'hui ils peuvent prendre 28 jours au lieu de 14, sachant qu'avant certains hésitaient à prendre ces 14 jours. Donc à voir si, et ça pareil, c'est intéressant de faire des analyses dans vos entreprises, à voir si tous les collaborateurs qui peuvent avoir droit au congé paternité le prennent vraiment. Donc, sachant qu'ils ont à minima l'obligation de prendre 7 jours, la période d'accueil de l'enfant de 4 jours calendaires et puis le congé de naissance de 3 jours. Donc, à voir qui prend les 7 jours, le minimum, et qui prend 28 jours, qui se sent suffisamment bien pour prendre son congé paternité dans sa globalité. Voir également qui aujourd'hui ose demander un congé parental. C'est pas encore très massif. Quelqu'un le disait, je crois, tout à l'heure en intro, congé parental, ça reste encore relativement exceptionnel du côté des hommes, alors que les femmes n'hésitent pas tant que ça à en prendre. Je crois qu'on a parlé aussi de guide de la parentalité, oui c'était Aurélie tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous ont signé la charte de la parentalité, donc qui a été signée par plus de 600 employeurs en France, et l'Observatoire de la parentalité, qui est devenu l'Observatoire, je crois, de l'équilibre des vies, c'est Jérôme Ballarin, si vous le connaissez, a aussi mis en place un guide de la parentalité, donc vous devriez pouvoir vous inspirer d'outils en ligne qui existent déjà pour éventuellement rédiger des guides qui seraient adaptés à vos contextes. Et puis, certains mettent en place aussi des temps forts, des temps de communication, des temps sympathiques pour que les salariés puissent aussi présenter ou parler de leur vie personnelle dans le milieu de l'entreprise, notamment la journée de la famille en entreprise qui est organisée généralement le premier mercredi du mois de juin. Donc, ça a souvent lieu en juin, mais dans la situation actuelle, c'est plus fluctuant. En tout cas, ça peut être une bonne pratique d'organiser ce temps où les collaborateurs peuvent venir avec leurs enfants dans l'entreprise, de façon à ce que les enfants découvrent le lieu de travail des parents, et puis que finalement les collaborateurs puissent aussi se montrer tels qu'ils sont, avec l'ensemble de leur... une partie en tout cas de leur centre d'intérêt, de leur vie, de leurs préoccupations, de se dire voilà, on est un tout, on n'est pas seulement des salariés dans une entreprise, on est avant tout des êtres humains avec des contraintes, avec d'autres sphères d'intérêt, etc. Et puis vous avez donc sur le sujet de la parentalité toute une série de dispositifs qui peuvent être mis en place, avec notamment les CESU, les crèches interentreprises, les places de berceau, etc. Sachant que la parentalité est quand même un des sujets clés sur l'égalité pro homme-femme. C'est souvent la question de la conciliation des temps de vie, notamment pour les salariés parents. Je vais proposer à François de témoigner. François, j'ai pris votre image LinkedIn, vous ne m'en voudrez pas, parce que je n'ai pas trouvé d'autres photos.
Et je vous propose de témoigner pour la Française des Jeux, expliquer un petit peu ce que vous faites au niveau du réseau. Donc j'entendais que vous aviez mis en place un réseau dédié aux hommes et puis aussi sur les sujets de parentalité, voir un petit peu où vous en êtes, ce qui fonctionne bien. Ok, merci. Ouais, là j'ai ma rente. Bon. Vous n'en voulez pas, j'espère. Sinon, vous m'en demandez une autre pour la prochaine fois. Non. Alors déjà, ce que je souhaite dire tout de suite, c'est que nous avons la chance, nous, d'avoir une entreprise qui est dirigée par une femme. Et le sujet est porté au plus haut niveau. Et donc, quand on est sponsorisé par sa PDG, forcément, ça ouvre des portes. Par ailleurs, l'entreprise est engagée de longue date dans la journée de la femme digitale. On a signé la charte Sista pour les femmes qui veulent investir, enfin qui sont entrepreneurs dans le domaine numérique. On a signé la charte Stop au sexisme. Donc pour lutter contre le sexisme au quotidien. Donc en fait, c'est des sujets qui sont très forts dans l'entreprise et c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Donc on a effectivement un réseau. Alors je vais peut-être juste partager mon écran parce qu'ils m'ont envoyé hier une petite présentation. Je ne sais pas si ça marche. Le chargement est en cours. Voilà. Vous voyez mon écran ou pas? Vous voyez quelque chose ou pas? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Oui, on le voit. Oui, All-in, réseau mixité du groupe FDJ. Voilà. Par contre, vous ne voyez peut-être pas en grand format, c'est bizarre. Attendez, parce que moi, je n'arrive pas à... Attendez. Nous, on le voit très bien. C'est lisible. D'accord. On le voit très bien, oui. Ok, d'accord. Donc en fait, on avait un réseau qui s'appelait Jamais sans elle. Non, pardon. Jamais sans elle, c'est autre chose. Qui s'appelait À elle de jouer. À elle de jouer, qui a été créé il y a quelques années, et c'était un réseau féminin. Et puis en 2019, 2020, début 2020, on a transformé ce réseau qui est devenu un réseau mixité et non pas un réseau féminin. Et donc, il s'appelle All-in. Ce réseau, il est composé aujourd'hui de 130 personnes. Et parmi ces 130 personnes, il y en a 25% qui sont des hommes. Voilà. Donc, ce ne sont que des collaborateurs bénévoles. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont menées, on fait des cafés, débats, on fait venir des personnalités connues pour des échanges, des conférences, etc., dans l'objectif de sensibiliser, comme vous le voyez sur la slide, à l'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'objectif de s'enrichir et de dépasser les freins, les stéréotypes. Donc, les personnes sont complètement bénévoles et elles sont très, très engagées sur ces sujets. Et donc, dans ce réseau, il y a des gens qui sont directeurs, et notamment il y a le directeur RSE qui a créé, vous voyez la deuxième slide, oui. Qui a créé Lukimen, donc qui est une initiative qui a été lancée au sein de ce réseau. Et donc l'objectif de Lukimen, c'est d'apporter un point de vue masculin finalement aux enjeux de mixité dans l'entreprise et de compléter toutes les actions qui peuvent être faites. Voilà. Bon, cette initiative a été lancée quasiment au moment du début de la pandémie. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de réunions puisqu'on était tous à distance. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites encore. Mais l'esprit est là, l'intention est là. Et donc, voilà, l'idée, c'est que les hommes puissent. Alors, c'est pas contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, ce n'est pas que des hommes qui discutent entre eux. C'est des hommes qui vont parler de la parentalité en général, et notamment l'orientation s'est faite surtout sur la parentalité, mais avec les femmes.
puisqu'on parle d'équilibre. Et en fait, l'idée, c'est que la construction de l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut pas se faire sans l'un ou l'autre des sexes. Il faut qu'on soit tous ensemble. La parentalité, bien sûr, ça a été un sujet fort pour nous ces dernières semaines avec l'évolution de la loi. Nous avions un guide de parentalité qui a été complètement relooké. À cette occasion, et là c'est tout récent, début septembre, nous avons fait un chat. Alors, on a l'avantage à la Française des Jeux d'avoir des studios télé. Donc, on a réuni sur un plateau notre directeur des ressources humaines et le directeur RSE qui étaient interviewés par un journaliste sur la parentalité et qui ont répondu en live aux questions des collaborateurs qui pouvaient chatter et poser leurs questions. Donc c'est un événement qui permet d'ouvrir effectivement sur la parentalité et sur le congé paternité. Particulièrement sur le congé paternité, puisque dans le groupe, nous avons signé un accord au début de cette année, un accord qui regroupe l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la diversité. Et sur l'égalité professionnelle, les entreprises du groupe se sont engagées à prendre en charge 100% du salaire des collaborateurs qui partent en congé paternité. Donc, on peut partir en congé paternité de façon sereine. Il y a aussi une notion d'exemplarité. Le directeur RSE est quelqu'un qui a de fortes responsabilités et qui, malgré ça, a été absent là pendant 2 mois pour un congé, non pas de paternité parce que son bébé est né avant le 1er juillet, mais un congé parental. Et donc, il s'est absenté 2 mois pour un congé parental. C'est extrêmement rare qu'à ce niveau, puisque le directeur RSE fait partie du comité de direction, hein, donc c'est le top management. C'est extrêmement rare et c'est vraiment exemplaire. Et donc, je pense que le fait d'être soutenu au plus haut niveau et d'avoir ces exemples et cette exemplarité parmi le top management, c'est extrêmement puissant aussi. Il y a une chose aussi que je souhaiterais dire sur le réseau mixité, c'est que chaque année, à l'occasion de la journée du 8 mars, on fait des événements et on distribue aux collaborateurs un livre. Et ce livre, cette année, c'était, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous montrer la couverture. Comment je fais pour arrêter le partage d'écran ? Là, vous le voyez, si, vous voyez encore mon écran. L'écran, c'est à côté du micro, partager le contenu qu'il faut désactiver. Ouais, mais c'est bizarre, ils désactivent plus. Ah, c'est peut-être gelé. On voit effectivement encore votre écran. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais dire que effectivement le livre qui a été distribué à tous les collaborateurs est un livre qui s'appelle Cerveau, sexe et pouvoir, qui a été écrit par des scientifiques et notamment l'une de ces scientifiques, Madame Catherine Vidal, est venue pour une conférence le 8 mars. Et dans ce livre, elle démontre, c'est une chercheuse en neurosciences, elle a été directrice de recherche à l'Institut Pasteur, et elle démontre que l'idée qui serait que les femmes et les hommes ont des aptitudes inscrites dans leur cerveau dès la naissance est fausse, et que les dernières recherches en termes de neurosciences ont démontré que le cerveau avait une certaine plasticité et que finalement rien n'est figé. Et que tout est en fonction de l'apprentissage. Donc, elle est venue présenter son livre, débattre avec les collaborateurs, et le livre a été offert à tous les collaborateurs. Et donc, ça permet effectivement de sensibiliser aux stéréotypes qu'on peut avoir, et notamment à faire comprendre à certains hommes qui n'ont pas encore compris que les femmes ne sont pas naturellement douées pour le langage et les hommes pour les maths, par exemple. Voilà. Donc voilà tout ce que nous faisons. J'ai pas d'autres témoignages. C'est vrai que j'aurais souhaité venir avec une personne du réseau Lukimen, mais je les ai contactés hier et c'était un peu tard et personne n'était disponible. Mais voilà ce que nous faisons à la Française des Jeux et je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à toute question si vous le souhaitez.
J'avais une question justement sur la mixité de ce réseau Lucky Man. Donc j'ai entendu qu'il était ouvert aux femmes. Donc ça veut dire que les hommes sont finalement à l'aise et n'ont pas exprimé de temps ou la nécessité de se retrouver juste entre eux. Ce qui est le cas des Happy Men, pour le coup, qui se disaient, nous, on veut vraiment un temps privilégié pour nous. C'est pas ressorti chez vous? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas du tout de besoin d'être simplement entre hommes. Il y a effectivement des discussions sur la parentalité et sur la place des hommes, etc., avec un angle de vue plutôt masculin, mais cette discussion, elle se fait aussi avec les femmes. Oui, donc peut-être que les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure de l'identité professionnelle sont peut-être moins abordés dans ce cadre-là. Voilà, parce que c'est sur des sujets après qui peuvent être très intimes, hein, d'identité, de pression, etc., qui sont spécifiques aux hommes, ou parfois ils aiment bien parler de ça entre eux. Pour vous raconter, alors pour le coup, l'histoire des Happy Men, donc qui ont été fondés par Antoine de Gabrielli, vous le connaissez peut-être. En fait, lui avait l'habitude de se retrouver avec ses copains. Je vous raconte l'histoire, il le ferait mieux que moi, mais c'est ce que j'en ai retenu, c'est qu'il voyait ses copains tous les mois. Et en fait, il se rendait compte qu'avec ses amis, il parlait de choses et d'autres, mais rarement de choses très intimes ou très privées. Et puis, il apprenait finalement au dernier moment que un ami avait divorcé. Il ne voyait pas les choses venir, en fait, parce qu'il se rendait compte qu'avec ses amis, il parlait de choses relativement légères, finalement. Et donc, de ce constat, ils se sont dit, finalement, il faudrait peut-être qu'on passe du temps à parler davantage de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit, y compris parfois des choses difficiles. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de Happy Men, de se dire, voilà, on va parler au-delà de... Enfin, l'idée, c'est de briser l'armure, de casser, voilà, enlever le masque et de se dire, est-ce que je vais bien en ce moment? Est-ce que je vais bien par rapport à mon travail? Est-ce que je vais bien dans mon couple? Est-ce que je vais bien dans mon équilibre en général? Et peut-être qu'il faudrait que je lâche, enfin, ou que je lève un petit peu le pied. Et donc, les réseaux Happy Men, alors il a créé aussi une association qui s'appelle Mercredi, c'est papa. Donc, c'était quand même autour, il y avait un côté parentalité assez fort. Et ensuite, les Happy Men se sont créés dans les entreprises, alors c'est pour le coup exclusivement masculin, dans plusieurs grands groupes. Alors, de mémoire, je vais citer Orange, je vais citer BNP, SNCF et d'autres encore. Et voilà, et donc avec une réunion toujours une fois par mois, des échanges pour le coup exclusivement entre hommes. Et ensuite, il y a une certaine porosité entre ces réseaux masculins et les réseaux mixités, voire les réseaux de femmes, s'il existe par ailleurs des réseaux de femmes. Mais c'est intéressant de voir que voilà, il n'y a pas forcément de règles. Tout dépend un peu des cultures d'entreprise, de l'histoire aussi dans laquelle le réseau s'est monté, de qui en était à l'initiative. Voilà, donc c'est assez évolutif et d'où l'importance de partager les expériences. Je voudrais compléter ce que je disais sur la parentalité en disant que notre vision des choses, c'est que la parentalité, ce n'est pas uniquement à l'arrivée d'un enfant. La parentalité, c'est aussi tout le long de l'évolution et de la vie de l'enfant. Hein. Et donc, à la Française des Jeux, on a mis en place un numéro de téléphone disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec plusieurs services, mais notamment il y a un service d'assistante sociale. Et les assistants sociaux qui sont au bout du fil peuvent aider les collaborateurs qui ont des soucis avec leurs enfants, des soucis de garde. Alors après, ils peuvent avoir aussi un problème de divorce ou un problème de surendettement, etc. Mais il y a un service qui accompagne les collaborateurs qui ont des soucis avec leurs enfants. Donc la parentalité, c'est pas uniquement à la naissance avec le congé parental ou le congé paternité ou maternité, c'est tout le long de l'évolution de la famille. Voilà. Et autre chose que je souhaiterais aussi souligner, c'est que dans l'accord que nous avons signé, bien évidemment, quand on parle de congé paternité, c'est pour le second parent. Le second parent n'est pas peut être une personne du même sexe. Et donc là, on donne aussi le même dispositif, les mêmes droits pour les personnes qui sont mariées et qui sont du même sexe, y compris les gens qui font appel à la GPA. Voilà. Donc voilà, donc on a une vision assez globale des choses sur la parentalité.
Merci beaucoup. François, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, les participants, je vois que Karim a pu se reconnecter. J'espère que le son fonctionne. Oui, vous m'entendez? Très bien. Aussi? Nickel. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions? Alors, peut-être ensuite, enfin, ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Ou à chaud tout de suite. On peut vous mettre en relation aussi, hein, pour ceux qui se disent, tiens, je ne sais pas trop encore, mais si François, vous en êtes d'accord, on peut aussi peut-être communiquer vos coordonnées à l'un ou l'autre qui réfléchit au sujet dans une autre entreprise. Pas de problème, avec plaisir. Alors, si tout est bon, on va proposer à Karim Ouarid de parler de son expérience chez Saint-Gobain, donc au sein du réseau WIN en PACA. Donc, alors peut-être sur les raisons pour lesquelles vous avez rejoint le réseau, ce que vous faites aujourd'hui. D'ailleurs, on a suivi le montage des ambassadeurs WIN. Vous êtes du côté d'Avignon? Oui, tout à fait. Oui. Alors, à voir si si vous avez toujours des réunions ambassadeurs, égalité pro. Alors, racontez-nous un petit peu où vous en êtes, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors, on a des petits soucis de son. Ouais, le son, c'est pas top. Ça a bien démarré et on vous a perdu. Non. Il n'y a aucun son. Non. Alors pourtant, il était là. Le son était bien installé et quelque chose a dû bouger. Et est-ce que vous avez pas un casque de connecté en parallèle en Bluetooth ou en... Peut-être avec des écouteurs ou un casque, oui, ça peut marcher. Peut-être Magali, tu peux un petit peu prendre le relais pour expliquer l'organisation du réseau, oui, en attendant que Karim nous rejoigne. Sinon, parfois, on arrive à fonctionner avec un téléphone. Si éventuellement, Karim, vous pouvez trouver quelqu'un à côté de vous qui peut utiliser le lien, on pourrait éventuellement faire ça. Il n'y a pas de sujet d'écouteur. Ouais, définitivement, là, on ne vous entend pas, il y a un petit souci. Magali, peut-être en attendant que Karim revienne vers nous. En fait, nous, le réseau WIN, au départ, c'était une petite dizaine de personnes et on avait décidé d'ouvrir ça vraiment à des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qu'on avait pu identifier lors des ateliers qu'on avait mis en place, qui étaient sensibles au sujet et qui voulaient s'impliquer plus dans la mise en place d'actions, de différentes possibilités qui étaient ouvertes. Et donc, on a réparti ça sur toute la région PACA, en réalité 3 groupes. Un groupe qui se situait sur Avignon, puisque sur Avignon, au niveau de Saint-Gobain, on a autant des sociétés de distribution que des sociétés plus d'industrie. Donc, ça représentait bien tout le panel du groupe. Une autre partie qui était plus sur le bassin côté Marseille et Var, on avait regroupé, et une autre qui était vraiment située dans le 06. Chacun ont développé des actions différentes qui ont eu du succès, clairement. Sur Avignon, d'autant plus, puisqu'eux ont mis en place un jeu concours avec des photos ou des dessins qui pouvaient représenter les différentes situations qu'on rencontre, donc dans le cadre de l'égalité professionnelle et les stéréotypes, enfin voilà, tout le panel qu'on peut avoir. Et donc ça a été récompensé au niveau du groupe avec un vote qui a été fait par les représentants WIN national, donc notamment la DRH Saint-Gobain. Et donc, ça, voilà, les 2 dessins et représentations qui ont le plus plu ont eu une petite mise en avant avec voilà, des prix qui ont été obtenus. Donc ça, c'était très bien. Ça a été publié un petit peu partout. Et les images étaient vraiment, enfin voilà, là, je les ai pas, mais étaient vraiment très, tout ce qu'on a pu voir et sur lequel il fallait qu'on vote, c'était vraiment très représentatif. Il n'y en avait pas une qui n'était pas dans le sujet et chacune avait vraiment une particularité. Voilà, il y avait ce qu'on appelle les plafonds de verre. Enfin voilà, c'était, on a trouvé ça super, quoi. Vraiment, l'action était super et a beaucoup plu et a été bien relayée. Karim, peut-être que tu peux reprendre. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je vous entends.
Parfaitement. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Bon. Ah, super, j'espère que ça ne va pas bouger. Ben, merci Magali, oui, c'est exactement ce que tu viens de décrire au niveau des actions. Je voulais juste souligner que voilà, bon, il y a eu la crise sanitaire, on n'a pas pu non plus reprendre les actions qu'on avait menées, notamment au niveau des sites en Vaucluse. Isover, SEPR, notre démarche d'aller les rencontrer et expliquer un petit peu voilà, ce qu'on avait mis en place. On continue, je sais que Delphine aussi, du côté de Cavaillon aussi, prend aussi pas mal d'initiatives pour essayer de regrouper un petit peu tout le monde. C'est pas toujours évident, il y a eu le départ de Sébastien, aussi chez nous sur Avignon. De notre côté, bon, on essaie de faire pareil, là, on crée une petite équipe aussi pour rejoindre aussi nos collègues aussi de Cavaillon, de la SEPR, pour participer à la Marseillaise. Donc là aussi, on sera aussi présents, nous les hommes aussi, pour soutenir aussi cette action-là, qui est commune, hein, finalement, qui est juste. Et nous, de notre côté, sur une petite entité comme ça, on a quand même au niveau du management, on a Catherine, on a Chrysalia, on a aussi pas mal de femmes aujourd'hui qui sont sur des postes où on dirige des équipes, où on a du management, donc ça marche très très bien, on est très content. Moi, je suis délégué du personnel, donc à chaque fois au niveau du CSE, lors des recrutements où il y a des alternants ou autres, je pense toujours à poser la question, est-ce qu'on peut aussi regarder, même si c'est des postes qui sont techniques ou dans la maintenance, il y a une évolution qui se fait notamment au niveau du parcours scolaire. Donc, si on a le choix aussi d'avoir une certaine mixité, on n'hésite pas aussi de poser la question pour essayer de trouver un équilibre. Et puis, c'est toujours donnant-donnant. On a énormément de richesses à partager dans les deux sens. Donc, voilà, ça s'inscrit aussi dans notre politique au niveau de notre entité. Voilà ce qu'on essaie de mettre en place. Comment vous faites pour recruter d'autres hommes dans le réseau Égalité Pro et quelles sont les questions habituelles que peuvent vous poser des hommes par rapport à votre engagement pour l'égalité pro? Alors là, c'est vrai que moi, j'ai pas la main, hein, ça se passe au niveau RH, mais moi, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est déjà essayer de trouver, nous, au niveau des qualités techniques ou autres, voilà, c'est la même chose en fait, on ne va pas faire de distinction. Mais aujourd'hui, on essaie d'avoir des équipes mixtes et équilibrées en fait. On se rend compte que dans des métiers techniques, on a beaucoup d'hommes et on aimerait encore évoluer dans ce sens-là. C'est pas toujours évident dans les sites de production. On arrive à le faire dans des sites peut-être de tout ce qui est recherche et développement. Ça, je l'ai connu et on le voit encore aujourd'hui. Et là, on essaye sur cette partie-là, au niveau du recrutement, notamment en interne, essayer de trouver des femmes ou des personnes qui souhaiteraient se former pour aller vers des métiers plus techniques. Donc, les motivations de votre engagement, parce que je reviens sur le pourquoi vous vous engagez sur l'égalité pro, pourquoi vous avez rejoint le réseau, c'est parce qu'il y a cet enjeu de mixité des métiers. Donc, en fait, ça vous semble évident. C'est pas compliqué à expliquer, du coup, pour vous. Il n'y a pas de personne qui me tiens, mais pourquoi tu travailles là-dessus, les femmes, c'est évident pour vous. Oui, c'est évident parce qu'en fait, on est dans cette évolution, je veux dire, on le voit aussi au niveau des actions du gouvernement, enfin, dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, je trouve normal de ne pas faire de distinction. Voilà, on est quand même en 2021, donc voilà. Enfin, moi de mon côté, j'essaye de faire avancer les choses. Si malgré parfois il y a des verrous, on le voit hein, à des endroits, mais bon, il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que c'est une question de comportement, en fait. Comportement et de façon d'être. Aujourd'hui aussi, pareil, le travail évolue avec la crise sanitaire. On l'a vu avec la possibilité aussi de se connecter. Donc, on parlait aussi vie pro, vie perso. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont pas forcément en couple, hein, donc qui sont séparés, que ce soit des papas ou des mamans. Donc là aussi, prendre en compte aussi ces deux aspects pour trouver un équilibre dans le sens professionnel et un épanouissement aussi, parce qu'en fait,
c'est aussi un retour aussi pour l'entreprise. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien aussi de mettre le curseur. Certes, faire du présentiel, c'est indispensable, distanciel aussi. Il faut mettre le bon curseur au bon endroit pour qu'on puisse trouver un équilibre dans les deux sens. Que ce soit les papas ou les mamans, aujourd'hui, les deux s'investissent. Et moi, personnellement, je l'ai vécu parce que bon, je me suis aussi séparé. Bon, ça, c'est ma vie privée. Mais j'ai pu aussi élever mes enfants quand j'étais aussi à Cavaillon avec de la proximité, du télétravail, parler aussi à mon responsable. Donc, tout ça, c'est pris en compte et je pense qu'il faut continuer à discuter, peut-être en individuel, et on a les moyens de trouver des outils pour que les personnes s'épanouissent dans les deux sens. C'est pas toujours la maman. Voilà, souvent c'était un petit peu le cliché. On rentre à la maison, s'occuper des enfants, faire les devoirs et tout. Donc voilà. Donc là aussi c'est pareil, on discute et on essaie de trouver voilà, les outils, le dialogue. Je pense que c'est le dialogue en fait qui est le plus important. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vois que l'heure tourne et voilà, le temps passe très vite. Je voulais proposer aux autres de réagir et puis aussi peut-être de parler parfois des difficultés à impliquer les hommes. Est-ce que ces témoignages de François Legatte et de Karim Ouarid vous font écho à ce que vous vivez dans vos entreprises? Quelles sont les difficultés que vous pouvez avoir quand on voit les hommes s'investissent moins dans les réseaux égalité pro, hein, on parlait en moyenne 25-30%, parfois ça décroche un peu, ils commencent et puis ils partent un peu, ils s'investissent moins. Aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques ou les difficultés pour les embarquer? A priori, il n'y a pas de difficulté. Bon, bah, tant mieux, hein. Non, mais c'était pour... la société change, tout change très vite. Et encore une fois, le Covid a dû vraiment rebattre singulièrement les cartes en la matière. Mais voilà, c'est le pourquoi. Moi, j'avais entendu avant, mais qu'est-ce que tu fais dans ces réseaux-là? Voilà, donc est-ce qu'on entend ça encore? Non. Ah, oui. Oh, mais pas tant que ça. Moi, je l'ai entendu. J'ai entendu. Je le garde pour moi, hein, des réunions Tupperware ou autres, enfin bref, ça a été vraiment le cliché. Mais en fait, non, en fait, quand ça, faut trier, quoi. Bon, il y a de tout, mais après, les mentalités changent et on est là aussi pour ça aussi. Nous aussi, derrière, il y a une image par rapport aussi aux collègues qui sont derrière, mais on dit, qu'est-ce que tu fais dans ces réunions-là? Il y a encore ce stéréotype très masculin. Mais c'est en train de changer justement parce que au niveau du groupe, il y a quand même une dynamique, une envie, et c'est pris en compte, c'est bien, il faut aller sur le terrain en fait. Ce qui est bien, c'est rencontrer les personnes, trouver du temps pour faire des ateliers, pour aller sur les sites et prendre un petit peu, aller sonder un peu, prendre un petit peu la température. Qu'est-ce qui se passe sur les sites? Et dans le cas où il n'y a pas trop d'action, essayer justement d'en mettre en place et essayer de faire bouger les choses. Mais il faut aller sur le terrain, je pense. C'est bien d'en discuter, mais il faut aller sur le terrain et il faut des appuis. Si on n'a pas des appuis, ça va être difficile de faire bouger les choses. Donc c'est toujours, on va dire, la personne qui est placée voilà, en haut, qui donne cette dynamique pour que ça redescende en bas. C'est ce que rappelait François aussi, hein, en tout démarrage. Oui, pardon, je voulais compléter parce que chez Veolia, mais je pense que c'est pareil dans beaucoup d'entreprises, il y a ce qui se passe au niveau ce qu'on appelle des sièges et des directions, et ce qui se passe dans les usines, au plus proche du terrain. Je pense qu'il y a enfin moi je vois ça chez Veolia, il y a beaucoup d'évolution au niveau des sièges. On parle de sexisme, de l'attitude des hommes, etc. Et ce qui peut se passer dans les terrains. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait d'exemplarité. Donc, moi, j'ai la chance au COMEX d'avoir mon directeur financier qui est un jeune papa et qui galère en ce moment avec les fermetures de classe. Et du coup, c'est à la fois sympa parce que justement, il en parle très ouvertement. Il peut quitter un codir en prétextant ouvertement que voilà, il a un problème avec ses enfants.
Et du coup, ce que je vois changer aussi chez les jeunes, mais vraiment, je fais attention à ce que je dis parce que je ne suis pas certaine que ça se passe à tous les niveaux de l'entreprise, c'est le papa waouh. Enfin, c'est comme si, c'est un peu, on parle d'environnement, et puis les papas qui assument, et ben du coup, ça devient les nouveaux héros de l'entreprise. La maman qui dirait la même chose au même moment, etc. Je ne suis pas sûre qu'on la verrait comme la maman waouh quand même, mais je pense que l'image que les hommes ont de s'occuper de leur enfant est, en tout cas au sein de l'entreprise, vécu comme quelque chose de « ouais, super, t'es génial », voilà. Ce qu'on n'aura, je pense, jamais entendu dire à une femme qui a 3 enfants. Et donc, moi, je trouve ça plutôt positif, justement. Enfin, je trouve ça plutôt positif, parce que du coup, lui aussi relativise et dit « non, mais il dit, mais moi, je fais mon travail, je fais un travail de parent, même pas, c'est papa, maman, je suis parent ». Et du coup, les échanges, nous, on n'a pas de formalisation d'atelier, mais c'est très bien ce qu'il nous partage, parce que lui et mon mari étaient pareil aussi. Hein. Le côté, c'est l'heure des mamans, vous parliez tout à l'heure, Elisabeth, de l'enfance, mais c'est l'heure des mamans et des nounous encore aujourd'hui. Hein, c'est pas l'heure des papas ou des parents. Et donc, moi, je trouve vraiment, moi, j'ai trouvé, moi qui m'occupe de ces sujets-là depuis 15 ans chez Veolia, un changement de vision de ce qu'est un papa, et effectivement la possibilité de rentrer à 5 heures. C'est vrai que le télétravail, le fait de pouvoir reprendre, de s'organiser complètement différemment, autorise des choses, et du coup, je pense que ça bénéficiera de fait par percolation. Voilà. Mais nous, j'ai fait un point avec mon RH là, il y a 2 jours, on sent bien qu'au niveau du terrain, des exploitants, vous parliez des stéréotypes masculins, bon, voilà, ça reste encore, il faut effectivement travailler ça pour que des femmes qu'on arrive enfin à recruter dans des métiers techniques ne se retrouvent pas, une fois qu'elles sont en congé maternité, à se dire il faut que j'aille en support. Voilà, donc ça. Mais je suis assez confiante, parce que justement, ça bouge, ça commence à bouger dans la société sur l'image du papa, quoi. Voilà, c'est pour. Je voulais rajouter quelque chose. Ouais. C'est pareil aussi, c'est très bien, on avance, changement de société. Ce que j'ai en retour, j'ai beaucoup de questions aussi, mais de femmes, c'est pareil en fait. C'est par rapport au réseau, c'est par rapport à la perte d'identité. On parle souvent aussi de dire oui, mais attention, c'est très féministe, et d'un côté, un homme, bon, il a aussi, voilà, il faut qu'il garde son identité. On parle souvent de ces 2 aspects, alors qu'en fait, bon, on peut très bien assumer l'ensemble des rôles, les partager et tout. Mais voilà, j'ai aussi ce retour-là sur voilà, c'est trop féministe, ou c'est trop, voilà. J'ai ces 2-là, et c'est souvent des femmes qui ne veulent pas s'impliquer justement dans le réseau à cause de ça, quoi. Je tiens à signaler. Parce que en fait, voilà, on sait très bien, les hommes comme les femmes, qu'on a besoin aussi de se sentir femme et de se sentir homme. Mais ça n'a rien à voir en fait avec l'égalité professionnelle ou ce qu'on peut faire à la maison. Voilà, c'est juste, voilà, bien mettre bien situer en fait notre combat, en fait, ce qu'on veut défendre. Alors nous, ce qu'on remarque, enfin moi, ce que je remarque, c'est que, pour compléter tout ce qui vient d'être dit, c'est que effectivement, nous sommes dans un secteur tertiaire, donc avec des gens qui travaillent au siège social, dans des bureaux, avec une certaine éducation, etc. J'imagine que dans les milieux industriels, la problématique doit être différente. En revanche, ce qu'on peut remarquer, nous, c'est que il peut y avoir des disparités régionales. Alors, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais nous avons un site à Vitrolles, dans le sud de la France, et dans le sud, la culture méditerranéenne n'est pas tout à fait la même, et le rapport aux femmes n'est pas tout à fait le même. Donc, et en plus, le site que nous avons à Vitrolles est un site composé essentiellement d'hommes, puisque c'est un site technique. Donc voilà, il y a des disparités comme ça en fonction effectivement des milieux dans lesquels on essaie d'agir. Et puis dernière chose, c'est que effectivement l'évolution, elle se fait aussi en termes de génération, c'est-à-dire que les jeunes qui arrivent ont une vision
de la parité et de l'égalité entre les femmes et les hommes qui est beaucoup plus moderne que celle que pouvaient avoir les gens de ma génération, par exemple. Alors, pour compléter un petit peu et pour nuancer nous, parce que nous, on est région PACA, donc avec Karim, donc on peut donner l'exemple. Et c'est vrai que, et en plus dans le BTP, hein, pour schématiser, c'est à peu près ça, industrie ou moi qui suis côté distrib, côté BTP, donc un milieu d'hommes, hein, clairement, pour le dire. Et ben on a été quand même relativement surpris. Quand on a fait nos ateliers, et je sais pas, Elisabeth s'en a été rendue compte aussi, quand on a mis en place les ateliers et les rencontres, donc là, qui concernaient à la fois des hommes, des femmes, hein, c'était ouvert à tout le monde, cadre, non cadre, donc tout public, qui soit en industrie, qui soit en agence, voilà, tout collaborateur avait reçu une invitation et pouvait s'inscrire pour venir. On a eu la parité, mais on ne l'a pas demandé, hein. Mais à chaque atelier, on avait la parité, c'est-à-dire qu'on avait autant d'hommes que de femmes, et toute génération confondue, tout profil confondu. Et ça, pour nous, ça a été un constat où on a été extrêmement étonnés, contents bien sûr, hein, mais étonnés. Alors, il y avait les hommes d'une génération plus entre 50 et 60 qui étaient là parce que eux ont des enfants, et notamment des filles, à l'époque, qui rentraient sur le marché du travail et qui se retrouvaient confrontés à des situations qu'eux-mêmes ont peut-être vécues ou fait vivre. Et là, ils avaient l'envers du décor en se disant, ah oui, en fin de compte, il y a des situations dont on ne se rendait pas compte de ce que ça pouvait générer comme mal-être, hein, on employait ce terme-là. Et on avait des papas plus jeunes, ou des jeunes qui arrivaient sur le marché du travail, qui eux étaient déjà, parce que c'était soit dans leur éducation, soit c'était dans leur état d'esprit, parce que c'est une génération qui à ce niveau-là est beaucoup plus consciente ou ouverte, qui eux étaient là plutôt dans une démarche de dire, nous on veut partager, on veut faire progresser ce qu'on pratique nous déjà au quotidien. Et c'est vrai qu'on a été assez surpris de cette parité. Et on s'en est appuyé. Pour ça que nous, dans notre réseau, avec les ambassadeurs et les ambassadrices, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et c'était assez riche en termes d'échanges, vu les profils. Et on essaye là d'essayer de redonner cette dynamique qui a été perdue avec le Covid. Mais clairement, par contre, on a généré une attente. Ça, c'est une certitude. Avec ces ateliers, on a généré une attente, notamment par rapport à justement les différents métiers, que ce soit ou des hommes ou des femmes, des métiers qui n'étaient peut-être pas ouverts aux hommes dans le sens où, c'est pareil, les métiers qui sont dans les sièges sociaux ou plutôt dans les bureaux ou commerciaux, et nos magas, par exemple, hein, nos magasiniers qui restaient sur le parc et qui pouvaient très bien avoir des velléités de faire autre chose, et qui maintenant commencent à... Voilà, c'est un travail en partenariat avec la RH, mais qui maintenant n'hésite plus. Donc ça, c'est vrai que c'est un retour qui est positif, mais clairement, oui, il y a quand même des stéréotypes qui sont durs à faire cesser. En tout cas, en vous écoutant, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse davantage témoigner les hommes engagés, parce que finalement, effectivement, il y en a beaucoup plus que finalement on ne le croit, on ne le dit, et il faut qu'on ait ce panorama ou une mosaïque de témoignages d'hommes engagés pour encourager le mouvement et lui donner encore plus d'ampleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes s'expriment. C'est exactement ce que disait Yolande. J'allais justement donner quasiment le même exemple. Nous, au niveau de Coma Sud, donc moi, l'enseigne que j'ai, il faisait partie de notre groupe, mon directeur financier, qui l'a appliqué à lui-même. Mais vraiment appliqué à lui-même. C'est-à-dire qu'il a commencé le télétravail avant même qu'il y ait le Covid, puisqu'il habite loin, très loin, carrément une autre région du siège social. Donc, il était déjà en télétravail, ça avait été acté. Donc, par rapport à son équipe, ça s'est organisé très facilement, par rapport aux opérationnels aussi. Le soir, quand il était en présentiel, il partait tôt parce qu'il fallait qu'il rentre pour aller s'occuper des enfants. Et qu'un membre du comité de direction agisse lui-même comme ça, donne l'exemple, hein, c'est vrai quelque part, ça libère, que ce soit au niveau de son équipe ou que ce soit même d'autres qui sont dans l'exploitation, plus de le faire. Nous, on a le cas avec nos
comment dire, ce qu'on appelle nous nos ATC, nos technico-commerciaux, qui peuvent commencer, qui ont une journée qui peut commencer très tôt le matin parce qu'il faut qu'ils soient sur les chantiers ou il faut qu'ils aient des contacts avec les clients avant qu'ils commencent leur chantier, et qui peut finir aussi très tard. Mais dans le laps de temps, entre-temps, ils l'organisent comme ils veulent. Donc si entre-temps, il faut que l'après-midi ils soient chez eux parce qu'il y a des gardes qui doivent se faire, parce qu'il y a X raisons personnelles qui soient là, il n'y a aucun souci. Ils gèrent leur temps comme ils le veulent. Et ça, c'est une évolution aussi des mentalités, parce qu'il faut que les managers l'acceptent, qui s'est plutôt bien mis en place. Donc voilà, c'est vrai que là, il y a des témoignages importants à avoir. Ouais. Vraiment encourageant de vous entendre. Je continue à surveiller l'heure pour ensuite vous libérer. Est-ce que l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre souhaitait compléter ou conclure ? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose tout à l'heure. Effectivement, je ne vais pas résumer tout ce qu'on a déjà dit parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y aura les réfractaires de toute façon ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ça, je pense qu'il faut l'intégrer. On ne pourra pas faire changer tout le monde. Voilà. Et il y a aussi le fait de se dire, le Covid, je pense, a aidé sur beaucoup de choses, ce confinement. Et notamment, je pense qu'il y a moins de gêne qu'avant. Et même si aujourd'hui on entend un stéréotype de dire « Ah, c'est ta réunion Tupperware », on l'entend aussi, bien sûr, l'autre finalement en face aurait été gêné il y a encore 1 année, 2 années, et aujourd'hui, bah ouais, j'y vais, et c'est sympa. Et ça, du coup, l'autre, ça m'efface, l'autre finalement se prend ça, et la discussion s'arrête net, et je pense que voilà, il y a des choses qui avancent. Et je voulais juste compléter, parce que je suis attendue déjà depuis 10 minutes sur une autre réunion. Aujourd'hui, mon combat, il est même beaucoup plus jeune que tout ce qu'on se dit, et finalement même très 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 petit. On a été confrontés avec mon mari, alors j'ai un petit garçon de 3 ans, qui va avoir 3 ans, et il y a à peine 3 mois, il nous a dit, on a un chantier près de chez nous, avec des beaux engins, grues et tout ce qu'il faut bien pour les pâtés. Et il nous a dit à ce moment-là, alors je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais il nous dit, ah bah non, les filles ne peuvent pas monter sur la grue. Et là, on lui a dit, ah bon, et pourquoi? Il nous a répondu, ah bah je ne sais pas, mais elles ne peuvent pas. On n'avait jamais rien dit. Il a eu des livres, mixité, tout ce qu'on veut. On a posé la question à la nounou, elle n'a jamais rien dit. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi il est venu à nous dire ça. Ah non, non, les filles ne peuvent pas. Et il n'en démordait pas. Et il a fallu un moment que sur un autre chantier, heureusement, on voit une femme pour lui dire « Ah, bah tu vois, il y en a ». Mais parce que vraiment, et ça nous a tellement marqué que je me suis dit aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire parce qu'on parle de nos jolis comités, nos réunions, de nos réseaux, on parle de plein de choses et c'est top, il ne faut surtout pas les arrêter et continuer dans cette vague-là. Mais je pense qu'on peut commencer encore plus jeune et je ne m'attendais pas à commencer dès 2 ans, mais à mon avis, il faut le faire, voire 18 mois peut-être après, j'en sais rien. Mais on peut faire des choses et j'entendais effectivement des enfants qui venaient alors les mercredis au mois de juin. C'est quelque chose que nous, on n'a pas du tout fait et je vais fortement réfléchir à cette idée-là parce que je pense qu'on peut faire peut-être quelque chose et bouger aussi de cette manière-là sur des très jeunes. Voilà, je voulais juste vous faire partager cette expérience-là parce qu'elle m'a scotché. Et encore une fois, nous n'étions pas à l'origine de ce stéréotype qu'il a déjà eu, il n'avait même pas 3 ans. Voilà. Et c'est tout, parce que je ne vais pas pouvoir terminer du coup, il faut absolument que j'aille de l'autre côté. Mais voilà, merci encore pour vos échanges. Et merci beaucoup, Zor, pour l'authenticité, et ça fait totalement écho à tout ce qu'on peut vivre. Et merci du coup, Yolande, qui rebondit en disant, d'ailleurs, LEPC fait des interventions en collège, c'est vrai, on est dans les collèges et ça s'installe. Je pense qu'il faut commencer encore plus jeune, on fait tous collège, lycée. À 5 ans, quand on vous dit à 5 ans, les filles et garçons pensent que les femmes et les hommes sont aussi intelligents, et à 6 ans, c'est fini, ils ont une vision différente, ça s'installe très tôt par l'observation de nos activités quotidiennes, ils nous observent. Donc voilà, donc il faut... les enfants. Ouais. Moi, j'avais vu un reportage sur une crèche qui justement impliquait les enfants sur tous les jeux. C'est-à-dire que les enfants qui naturellement allaient peut-être uniquement sur des jeux, des garçons qui allaient uniquement sur des jeux de construction, par exemple, ou les filles qui allaient plutôt version la cuisine ou la poupée, eh bien, ils inversaient un petit peu et surtout, ils les laissaient faire.
il est laissé faire, passer d'un jeu à l'autre et justement à ne pas créer d'espace prédéfini, coloré, hein, souvent, parce qu'on va dire que dès que ça va être les poupées, ça va être rose, et dès qu'on est sur du BTP, on va plus être sur du rouge et du jaune. Bon, voilà, donc c'est camions et compagnie, camions de pompiers, police et tout ça. Et justement, un peu arrêter tout ça, faire en sorte d'ouvrir l'esprit des enfants. Et ils ont eu apparemment des retours extrêmement positifs. Et en disant, bah, c'est un peu ce que tu disais, Elisabeth, c'est qu'avant un certain âge, c'est plus parce qu'ils nous regardent, qu'ils regardent l'environnement, l'actualité, enfin voilà, hein, ils observent tout, hein, qu'ils sont prédisposés à être plutôt dans les stéréotypes. Même si à cet âge-là, on peut pas employer ce terme-là exactement, mais voilà, a déjà bien genré plutôt les personnes. Et c'est ça qui est, c'était super intéressant. Enfin, j'avoue que j'avais donc à développer, bien sûr. Oui, ça donne envie de poursuivre les échanges. On a d'autres ateliers. Merci vraiment. C'est vrai que on aimerait parler encore plus longtemps de tous ces faits. C'est vraiment des sujets de société. Merci pour votre engagement. On se retrouve le 12 novembre pour ceux qui ont déjà noté la date. Le 12 novembre, je crois de mémoire qu'on parlera d'équilibre vie privée, vie pro. C'est ça, vendredi 12 novembre, 9h30, 11h. Et l'atelier suivant, ce sera le 13 janvier, 9h30, 11h, sur les inégalités de rémunération et voilà, tout ce qui concerne les salaires. Merci pour vos témoignages. Bonne journée à tous et à toutes. Bon week-end et au plaisir de se revoir bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.